Chers téléspectateurs de la télévision nationale et la RTG, nous sommes dans l'émission Diasporama qui va à la rencontre des Guinéens vivant à l'étranger pour parler de leur vécu quotidien, de ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre d'un jeune Guinéen, Mamadou Saliou Diallo. Mamadou Saliou Diallo, c'est un jeune ressortissant de Mamou qui est aujourd'hui dans l'immobilier ici aux États-Unis. Plus particulièrement à New York. Donc on vient pour le rencontrer pour qu'il nous parle de ce qu'il sait faire dans ce domaine et aussi de ses relations avec la communauté. Nous allons rencontrer aussi ses collaborateurs qui vont nous parler aussi des relations qu'ils ont avec M. Mamadou Saliou Diallo. Et chers téléspectateurs, c'est dans votre émission Diasporama. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kamala. Et présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ok. Je m'appelle Diallo Mamadou Saliou. Je suis marié et père de famille. Je suis un jeune entrepreneur dans l'immobilier. Il y a presque 7 années maintenant. Et je suis encore un ancien président d'une association communautaire qui s'agit de ARM, l'association des ressortissants de Mamou. Je suis l'un des fondateurs de cette association et j'ai pu occuper des postes de responsabilité avant d'être le président de cette association de 2016 à 2018. Okay. Et vous avez été à la tête de l'ARM, l'association des ressortissants de Mamou. Et parlez-nous en tant que membre fondateur de qu'est-ce qui a prévaut à la création de l'ARM. Au fait, c'était en 2008, un de nos amis voulait se marier. Aujourd'hui, il réside en Angleterre avec sa famille. Le jour de son mariage, on s'est rencontrés quelque part dans un salon à Brooklyn. Nous étions au nombre de 7 ou 8 personnes en ce temps. Mais bon, on a décidé de créer quelque chose qui va nous relier ensemble. Et c'est à ce moment que l'idée de créer une association est venue. Bon, à l'époque, nous l'avons appelée l'association des jeunes de Mamou, parce que nous étions jeunes en ce temps, et ça c'était en 2008. Et on s'est décidé et on a entrepris sur la création. Donc l'objectif c'était de s'entraider ici et faire encore des choses pour nos compatriotes qui sont à Mamou. Et l'idée en ce temps, c'était spécifique, limité au niveau du centre-ville, de la commune urbaine. Et on s'est fixé des objectifs et sur quel domaine allons-nous entrer en aide de nos compatriotes au pays. Donc on avait énumérer 4 points. Okay. Et d'aider au niveau de l'éducation, au niveau de santé, d'environnement et culturel. Et quel est votre bilan à la tête de l'ARM? Bon, avant d'abord que je ne sois président, comme je vous avais dit, l'association en ce temps se focalisait au niveau de la commune urbaine. Mais comme vous le savez, Mamou est composé de 13 sous-préfectures, plus la commune urbaine. Okay. Donc, vu qu'il y avait déjà des associations sous-préfectorales, mais qui étaient dispersées, il n'y avait pas d'union entre nous. Avant que je ne sois président, je me suis mis d'abord en tête, pourquoi ne pas créer et élargir cette association pour que toutes les ressortissants de Mamou puissent se regrouper sur cette antenne. Donc, mon équipe et moi, d'après notre investiture, on s'est donné les mains, on s'est fixé un objectif. Le premier objectif, c'était de réunir tous les fils et filles de Mamou. Et cela a été fait. Et cela a été fait. Okay. Au bout de 2 ans, quand tu appelais Mamou, c'est Mamou qui se lève. Et votre bilan alors? Ça faisait partir de mon bilan. Okay. Et aussi, au niveau toujours de cette bilan, on avait fait une convention ici de 2 jours. Okay. Et cette convention était
toujours de créer toujours des relations entre Mamou et les autres préfectures qui sont ici aux États-Unis et au pays là-bas. Que notre équipe avait en idée, c'était une projection Mamou 2030. C'était quoi l'idée? Vous avez fait un genre plan Marshall. Exactement. Pour Mamou. Voilà. Parce que je me suis dit que quand Mamou réussissait de faire cela, Mamou étant la ville carrefour de la Guinée, j'étais sûr et certain que d'autres préfectures vont copier l'initiative. Oui, parce qu'en plus d'être carrefour de la Guinée, c'est aussi une ville cosmopolite. Exactement. On retrouve tout le monde à Mamou. Exactement. Donc l'idée c'était de préparer des projets de développement. Parce que j'avais fait appel à des opérateurs économiques. J'avais fait appel aux enseignants et aux personnes qui n'ont pas eu le privilège d'aller à l'école. On avait regroupé ces gens-là pour faire des études, à savoir qu'est-ce que Mamou en avait besoin et qu'est-ce que nous pourrions projeter de 2017 à 2030 de faire Mamou une ville de référence. Et à Mamou aussi, on avait organisé des tournois de basketball entre les écoles. Donc ça aussi qui a été réussi. Et l'idée derrière cela aussi était de sensibiliser la jeunesse. Parce que n'oubliez pas, en ce temps, l'immigration clandestine était Mamou était un épicentre. Exactement. Donc c'était l'un des points de départ pour l'immigration. Exactement. Donc l'idée était à travers ce tournoi de basket, de faire des sensibilisations et de parler à la jeunesse, de se focaliser sur leurs avenirs, de ne pas juste croire qu'en allant en Europe, aux États-Unis, que leur réussite était garantie. Parce que beaucoup y pensent, une fois qu'aux États-Unis ou en Europe, la réussite elle est garantie. Et c'est tout à fait le contraire quand on vit le présent. Donc ça aussi, ça faisait partir. Mais bien, au-delà de ces activités ludiques, puisque vous avez parlé de jeux, basketball, autres tournois, est-ce que vous avez fait des actions dans le domaine de la santé, construction d'écoles et autres? Oui, on a fait des gestions au niveau de la santé et école. Avant que je ne sois président, quand j'étais secrétaire santé de l'association, et ça a trouvé qu'on a eu ce virus Ebola. On avait fait des énormes activités, on avait fait un fundraising, ici et on avait eu quelque chose de $8 000 qu'on avait pu envoyer en Guinée pour assister l'hôpital. Et vous faites beaucoup d'actions, mais quelles sont souvent vos sources de revenus? Nos sources de revenus sont particulièrement des collections entre les membres. C'est les gens qui... Les cotisations. D'accord. Qui donnent de l'argent et deux fois, quand on a des grandes personnalités qui nous donnent de l'argent, ou bien durant les assemblées générales. On avait pu avoir 8 parcelles que nous avons été données et jusqu'à nos jours. Ces terrains sont là-bas disponibles au nom de l'association. Donc c'était l'idée de chercher quelque chose de rentable pour l'association et en même temps essayer de former la jeunesse. Donc c'était ça. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Diasporama qui vient à la rencontre des Guinéens vivant à l'étranger pour nous parler de leur expérience, leur vécu quotidien et ce qu'ils savent faire. Monsieur Diallo, vous êtes dans l'immobilier. Et comment ça se passe ici aux États-Unis? Comment vous travaillez dans ce domaine? Je suis dans l'immobilier presque 7 ans maintenant. Et c'est un domaine que j'apprécie énormément, que j'ai de la passion aussi. Mais aussi, c'est un domaine qui n'est pas si facile comme les gens le pensent. Parce que non seulement, c'est un travail qui est basé en commission. C'est à chaque fois que tu as une transaction, que tu reçois ton salaire. Une commission, Voilà. Donc, ça veut dire que vous travaillez à la tâche. Exactement. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de salaire à la fin du mois. Non. Mais quand vous faites un placement,
Et en retour, on vous paye. On nous paye. Soit on aide quelqu'un à acheter une maison, ou vendre une maison, ou faire du loyer, ou quelque chose lié du commercial. Donc, à travers cela, on se fait de l'argent. Mais quand même, c'est un domaine aussi qui est trop promettant. Et qui est à la source de beaucoup de millionnaires que le monde aujourd'hui en connaît. Et tout ce qui est lié de l'immobilier, il y a de l'argent dedans. Nous le savons. Une personne peut acheter un terrain aujourd'hui et peut acheter un terrain aujourd'hui, disons à $5,000. 10 ans plus tard, il peut le revendre. Il peut le revendre quelque chose de 10 000 ou 15 000 dollars. Donc, ça donne des intérêts. Et surtout, ce qui m'a poussé encore de plus de rentrer dedans, c'était la notion d'aider. Et j'aurais compris que dans notre communauté, avant que je ne commence, il y a eu nos parents qui ont commencé d'acheter. Mais j'ai compris que il y avait une manque de communication. Parce que il y a beaucoup de départements qui se combinent pour qu'une personne achète une maison ici. Maintenant, ne pas avoir la bonne information, ça va toujours te faire retirer de l'affaire. Maintenant, je me suis engagé dedans pour pouvoir non seulement donner de l'éducation à notre communauté, mais à les servir aussi. Toujours continuer mon service au sein de ma communauté. Bien sûr qu'il y a l'argent de l'autre côté, mais mon service envers eux, deux fois dépasse de l'argent. Quel est votre service là envers la communauté guinéenne vivant ici consiste à faire quoi? Qu'est-ce que vous faites pratiquement avec eux? D'abord, c'est leur éduquer. Parce que avant, quand on entendait les gens dire « Ah, il ne faut pas prendre une maison ici, tu vas payer ça le reste de ta vie. » Bon, avant que je ne sois un agent, je ne savais pas, c'était faux. Mais quand l'information n'est pas réelle, beaucoup de personnes vont avoir peur. Parce que les gens confondent le mortgage et les taxes. Un mortgage, c'est quelque chose que tu prends un prêt au niveau de la banque avec un délai déterminé. Quand ce délai termine, c'est que tu finis avec eux. Mais les impôts de l'État, ça tu continues de payer. Donc beaucoup ne savaient pas cela. Donc pouvoir expliquer ça à la communauté, leur mettre sur des bonnes mains au niveau des banques. Parce qu'on a toujours nos compatriotes, c'est un peu difficile de fois de regrouper tous les documents nécessaires. Donc ne pas avoir une personne qui parle ta langue va être un peu difficile avec les banques. Donc je me positionne entre eux et la banque pour expliquer aux banques. Vous faites de l'intermédiation. Exactement. Je leur explique leur situation. Maintenant, je reviens à ma communauté, je leur explique les réalités et on les prépare comment accéder à l'information réelle et avoir les documents nécessaires pour pouvoir acheter. Et l'achat d'une maison ici a beaucoup d'avantages. Parce que tu peux acheter une maison aujourd'hui. J'avais dit ça dans une de mes interviews. On a assez de parents ici qui ont pris 200, 300 000 dollars pour construire en Guinée. Et ils ne vont que là-bas une fois dans 2 ans. Et ils cherchent même des gens pour rentrer dans des maisons. Et ils sont là dans du loyer. Maintenant, pourquoi ne pas prendre une partie de cet argent, les 300 000 dollars là, mettre ça comme dépôt et acheter une maison ici. Avoir sa propre maison ici. Exactement. Maintenant, du fur du temps, et que tu décides après 10 ans de rentrer au pays, disons que tu as acheté cette maison aujourd'hui à 300 000 dollars. N'est-ce pas? 10 ans plus tard, cette maison a eu des equity, de beaucoup d'autres argent. Cette maison va être revendue à 500 000 dollars ou bien à 600 000 dollars. Maintenant, si tu revends cette maison, tu prends l'argent de la banque, tu leur donnes, tu prends le reste, maintenant tu peux rentrer chez toi, de construire une autre maison de retraite, à 100 000 ou à 200 000 dollars, plus que tu as d'autres intérêts. Il a fallu que je sois un agent pour pouvoir expliquer cela à la communauté et beaucoup ont eu à comprendre que oui, c'est faisable, oui encore c'est une autre source de revenus, parce que beaucoup ne voient pas cela. Parce que beaucoup de personnes se font de l'argent
se font de l'argent. Il n'y a pas un millionnaire dans ce monde qui n'est pas associé dans l'immobilier. Okay. Parce que c'est une chose de l'argent. C'est vrai que aussi vous êtes dans un métier passionnant, vous êtes passionné de l'immobilier, mais tout métier a des risques, il y a des difficultés. Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté dans l'exercice même de ce que vous faites? Bon, d'abord, le premier risque est que rien n'est garanti à 100%. Okay. Tu peux entamer une transaction aujourd'hui parce que ça prend du temps. Parce qu'il y aura des avocats qui sont impliqués dedans, les banquiers et tout. Il y a tout un monde autour. Ah oui, ici à New York, il y a l'acheteur, il y a le vendeur. Les deux là vont avoir leurs avocats qui vont leur représenter. Maintenant, il y a la banque. La banque aussi a un avocat qui va leur représenter. Et maintenant, il y a le temps, c'est-à-dire les responsables de l'État qui vont faire la vérification des dossiers de la maison. Donc, maintenant, tu peux entamer une transaction. Tu n'as pas garanti que ça peut aboutir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 fois même. Arrivé de voir à la fin, on te dit que ça ne marche plus. C'est-à-dire que tu as presque perdu 4 mois sans recette. Sur un dossier. Sans recette. Maintenant, tu vas refaire encore. Et comme je l'ai dit au début, tant que la transaction n'est pas finie, tu n'auras pas de paye. Mais durant ce temps, tu conduis, tu payes de l'essence, tu payes du toll, tu payes tout dans ta poche. Tu ne sais même pas si l'argent va rentrer. Donc ça déjà, c'est des risques. Comment vous faites alors pour minimiser ces risques et difficultés? C'est de avoir certaines garanties provenant du client que la personne a le minimum nécessaire, les documents, l'argent. Maintenant, parler avec les banquiers pour être sûr que si l'acheteur fournit cela, eux aussi à leur côté, ils vont faire le maximum pour que cette transaction va jusqu'au terme. Donc, on fait toujours des études préalables. Deux fois, ça marche. Deux fois, ça ne marche pas. Deux fois, on a des deals qui prennent du temps aussi. Parce que, par exemple, j'avais un deal que j'avais commencé en mois d'avril. Je suis parti en Guinée, j'ai resté 2 mois, je suis revenu. Finalement, c'est en mois d'août ici qu'on a finalisé. Deux fois, on a des deals que ça ne prend que 30 jours, 45 jours. Donc, tout dépend du dossier de la personne. Ou bien, deux fois, des dossiers de la maison. Parce que deux fois, il y a des maisons qui ont des problèmes avec l'État, soit avec des infractions. Si ce n'est pas résolu, maintenant, l'avocat de l'acheteur va dire « Ah non, on ne touche pas. Il faut que le problème soit résolu avant que nous n'achetons la maison. » Donc, on rencontre toutes sortes de difficultés. Mais il faut toujours être optimiste dans ce monde. Vous êtes aujourd'hui dans un groupe qui s'appelle Ba Royalty Group. Et comment vous vous sentez dans ce groupe? Comment ça se passe, le boulot, l'interaction entre le patron et vous, entre vous et les autres collaborateurs? Expliquez-nous un peu tout ce process. Il y a une très grande diversité ici. Et on a, à part nous les Africains, parce que le propriétaire du Ba Royalty d'abord, c'est un Guinéen. C'est lui le PDG de l'entreprise, moi je suis un agent. Donc c'est un Guinéen, nous sommes là, des Guinéens, nous avons des Jamaïcains ici, nous avons des Nigériens, des Ghanéens. Donc cette diversité d'abord, pour moi, c'est une excellence. Donc, et nous travaillons dans l'harmonie. Parce que si par exemple, moi j'ai une maison à vendre, il y a un de mes collègues qui a un client qui veut acheter. Je lui donne d'abord la priorité à son client avant de donner la priorité à un autre agent qui est au dehors. Donc on travaille de cette manière. On travaille en synergie. Exactement. Pour se privilégier à se donner des opportunités au premier instant. Mais si ça ne marche pas avec A, on part avec B. Et qu'est-ce que vous attendez pour faire ce transfert de compétences en Guinée? Ça serait un grand plaisir pour moi de servir la Guinée, de partager ce que je sais, d'essayer de faire mon maximum
d'aider le maximum possible. Et moi, je me dis qu'avec l'expérience que je sais, l'expérience que j'ai sur l'immobilier, si aujourd'hui j'ai la capacité de prendre le relève où mes décisions seront prises, je peux régler ce problème de l'habitat en sous peu de temps. Et qu'un Guinéen ne pourrait avoir de problème ou de litige concernant des terrains ou quoi que ce soit durant le reste de la vie. Et nous sommes presque au terme de cette émission, de ce numéro de votre émission. Monsieur Diallo, aujourd'hui, la Guinée est dans une nouvelle croisière, nous sommes en transition. Et quel message avez-vous aujourd'hui à l'endroit de vos frères et sœurs restés au pays en termes d'union, d'unité et de cohésion pour que ce pays décolle? Le problème que moi je pense d'abord en Guinée, c'est sa jeunesse. Cette jeunesse doit changer de mentalité. Pourquoi elle doit changer de mentalité? Elle doit avoir une mentalité indépendante, qui se disent que avant que Paul ou Pierre nous mettent, je vais m'aider moi d'abord. Je vais être indépendant. Je ne veux plus être dépendant de Paul ou de Pierre ou bien de mon frère ou de ma soeur. Essayez de comprendre que deux fois, aller à l'université n'est pas synonyme à la réussite. On peut réussir sur beaucoup d'autres facteurs, sur beaucoup d'autres industries. Essayez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut que nous ayons cet esprit de vivre en harmonie. Avant que la Guinée ne soit la Guinée, nos parents vivaient en harmonie, tout en respectant nos différences. Et nous aussi, on peut le faire. Mamadou Salou Diallo, je pense qu'il n'est plus un proche à moi, c'est mon frère. C'est mon frère d'une autre mère, on est ensemble. J'aurais souhaité qu'il continue à être président au sein de l'association des ressortissants de Mamou aux États-Unis. Mais comme il vous l'a dit, il a fait qu'un mandat parce que compte tenu de ses occupations du travail familial, qui ne pouvait pas le permettre de continuer. Mais nous regrettons son absence au sein à la tête de cette association. Parce que son mandat était vraiment... On avait l'impression que l'ARM était un département d'État aux États-Unis, un département d'État américain. Tellement que ça travaillait bien. Il y avait la communion, il y avait vraiment l'amour entre nous. Et la population guinéenne, bannissons l'ethnocentrisme. La beauté se trouve dans la diversité. Mais le point commun, c'est la nationalité guinéenne, le passeport guinéen, la carte d'identité guinéenne, le rouge, jaune, vert. Ce que se fait ici, on aide les gens à acheter maison, on aide les gens à vendre maison, on construit maison, on vend maison, on fait toutes les choses ce qui est besoin, le process de affaires de maison, mobilier, basically. Le problème de la Guinée, c'est aimer bien, c'est mon pays, mais c'est un passé que s'est passé là-bas. Par exemple, Pel, Mandingo, Soso, ça et ça, c'est moi, c'est un passé. C'est si trop, I'm scared, mais de houli, de justice de la Guinée. Ça peut, il n'y a pas, c'est un pas. Ce que c'est aimé, c'est un président qui va enlever tout, Pel, Soso, Mandingo, tout ça. On va dire les Guinéens, c'est les Guinéens. Ça va me donner beaucoup de plaisir de faire le travail là-bas parce que c'est une bonne capacité de faire un bon travail, quelque chose qui va aider le pays, aider les gens.
Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro de votre émission Diasporama. On était venu ici à New York à la rencontre de M. Mamadou Saliou Diallo. Il est agent immobilier. Il nous a parlé de son parcours, de ce qu'il sait faire dans le domaine de l'immobilier, mais aussi de ses relations avec ses racines, la Guinée. Et ça a été tout un plaisir pour nous de vous avoir avec nous dans cette émission Diasporama. À très vite.